Si j'emploie le mot masculin et féminin, je sais de quoi je parle. Mais j'ai l'impression que souvent on se paye de mots. On se paye de mots. Moi, par exemple, il y a des gens qui peuvent parler pendant des heures sur le masculin et le féminin, sans le définir, tout simplement parce que le mot a été employé et que tout le monde sait, soi-disant, ce que ça veut dire. Donc, et ça, c'est le surinvestissement au niveau du langage. C'est-à-dire qu'on apprend, par exemple, savoir ce que... C'est comme si le langage était un savoir intemporel. C'est-à-dire que le masculin, prenez tous les mots qui sont associés au masculin, toutes les associations d'idées qu'on a avec le masculin, et on aura le masculin. Et puis prenons le féminin. Voyez-vous, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on utilise le capital langagier pour répondre aux questions. Alors, je ne crois pas que ça suffise, voyez-vous. Je ne crois pas qu'on puisse se contenter de jouer sur la sémantique habituelle. D'ailleurs, c'est quand même étonnant, parce que la science, justement, elle est là pour repenser ces expressions-là. Mais dans le cas du masculin féminin, on en reste toujours à cette espèce de fond de langage, de fond sémantique. Et puis, voilà, alors masculin, oui, tu sais ce que c'est que masculin, féminin, voilà. Mais c'est pas suffisant. Et c'est pour ça que là aussi, le langage bloque. Parce qu'il donne déjà des réponses qui sont presque toutes faites et qui sont même intemporelles. Par exemple, un enfant, à la limite, à 8 ans, il va apprendre ce que c'est que le masculin et le féminin, et puis à partir de là, il va rester avec ça toute sa vie. Comme si. Donc on a l'impression que c'est le langage qui nous dit la vérité. Alors qu'en fin de compte, non, il y a une connotation, il y a un arrière-plan. Les mots en eux-mêmes ne veulent rien dire si on ne sait pas à quoi ils réfèrent. Je crois que surtout on présuppose généralement que les mots ont la même définition pour tout le monde, alors qu'on a tous une perception différente du concept. Mais on remarque quand même que les gens sont comme ça. Le simple fait d'utiliser le mot veut dire qu'on sait de quoi on parle. Oui, tout à fait, c'est un défaut qu'on a souvent. Oui. Et on ne prend pas la peine de le redéfinir en dehors de ce consensus comme ça, mou, qu'on peut avoir sur les mots. Alors c'est un peu ce que les astrologues continuent à faire aujourd'hui, malheureusement. Donc pour revenir à ce que nous disions, très rapidement, parce que c'est que il y aurait un monde de l'invisible et un monde du visible. Le visible, c'est tout ce qui est extérieur. C'est par exemple un instrument de musique, par opposition à la parole, qui n'est pas un instrument. Quand l'enfant apprend à parler, on ne lui dit pas t'appuies sur tel et tel endroit. On lui dit fais marcher ton cerveau pour que tu arrives à produire ça. C'est très mystérieux. Même la pensée aussi. Donc il y a un monde du visible qui est envahi d'ailleurs par la technique, par l'instrument, et puis un monde de l'invisible qui est celui du monde intérieur, etc. Bon. Or, si ce monde intérieur n'est pas bien géré, il va en effet générer des souvenirs, des frustrations, des traumatismes, qui ne vont pas pouvoir être correctement menés à bien. D'où le fait d'aller d'ailleurs voir le psychothérapeute ou le psychanalyste, pour faire la toilette intérieure, pour que le psychanalyste aide la personne à évacuer certaines choses, voyez-vous. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, ce qu'on appelle la notion d'autonomie. C'est-à-dire que celui qui a un rapport avec son intériorité, il est déjà dans une forme de complexité intérieure. Puisque, par définition, il y a des tas de choses qui se passent pour que les choses avancent, voyez-vous. Donc, alors, il y a des gens qui sont plus dans l'introversion, dans ce sens-là, c'est-à-dire qui ont une sorte de complexité intérieure des fonctions. Et d'autres personnes qui sont plus dans le monde extérieur, et donc le social est très important. Le relationnel est très important. Les amis sont importants. On va préférer demander l'aide de quelqu'un que d'élaborer une dialectique intérieure qui fera que, etc. etc. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le monde extérieur est plus élaboré chez certaines personnes que le monde intérieur. Et elle fonctionne plus en tant que groupe social qu'en tant qu'individu. Alors c'est justement cette revendication
individuel dont vous parlez, c'est aussi de l'ordre du mythe. C'est-à-dire que l'individu, c'est quelqu'un qui serait autonome. Et pour être autonome, il faudrait qu'il ait suffisamment de richesse intérieure, de puissance intérieure, pour ne pas avoir besoin de l'autre. Mais si on n'a pas... Mais il y a d'autres personnes qui compensent ce manque d'autonomie et de dialectique intérieure, d'autocritique intérieure, d'introspection intérieure, par l'extension du relationnel. Alors, le cas classique, effectivement, alors moi c'est une théorie que j'ai aussi, c'est que les femmes sont beaucoup plus dans la communication. Communication, l'échange, la confession, voilà. Donc en fin de compte, elles attendent de l'autre quelque chose d'important. Elles attendent de l'autre qui vienne les aider, qui viennent compenser l'absence des fonctions intérieures. Ça va être compensé par les fonctions extérieures. C'est ce que je veux dire. Donc effectivement... Je suis pas sûr, je me demande si plutôt elles nourrissent pas leur fonction intérieure justement par la communication et l'échange. Oui, mais ça on pourrait formuler indéfiniment comme ça. C'est évident que c'est une compensation. Mais en même temps... Compensation, je ne suis pas sûr. En tout cas, c'est une solution de rechange, si on peut dire. En tout cas, très souvent, on remarque, je peux se parler de remarques générales, justement, on remarque que quand des femmes sont en... C'est un truc banal de dire, enfin, que la conversation, la confession, le fait de parler de ses problèmes, de ce qui nous a marqué, etc., c'est très fort chez les femmes. C'est très fort cet échange, ce besoin de l'autre, les liens qu'on tisse avec les autres, au niveau familial, la mère, le père, les sœurs, les amis, etc. Pour quelqu'un qui est plus autonome, ces liens sont moins déterminants, sont moins importants. C'est-à-dire que, bon, et alors, il y a une notion que j'ai aussi introduite, c'est la notion de polygamie psychique et mentale et sociale. La polygamie, c'est quoi la polygamie? C'est le rapport de l'un au multiple. Alors là, on le trouve partout. Un modèle, et la multiplication de ses applications. La pollinisation, parce que marquée par la nature, c'est aussi l'abeille qui passe d'une fleur à une autre. La loi s'applique à des cas très différents. Une œuvre musicale peut être jouée par des gens extrêmement différents. Donc, la lune, par exemple, passe d'un signe à l'autre. Donc il y a un facteur qui bouge et les autres qui passent d'un truc à l'autre. Donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous êtes dans la... Si vous êtes celui qui bouge, vous allez être amené à quitter une chose pour une autre, ou à relativiser une chose par rapport à une autre, puisque vous avez un rapport au multiple. Donc le multiple, ça veut dire que, bon, il y en a un et puis il y en a un autre, etc. Mais si vous êtes vous-même une fleur, et non pas l'abeille, à ce moment-là, vous êtes prise dans votre spécificité. C'est-à-dire que vous n'êtes pas celui qui circule, vous n'êtes pas celui qui entre et qui quitte, vous êtes celui qui reçoit. Donc, le récepteur et l'émetteur, c'est pas tout à fait la même chose. L'émetteur, par définition, il diffuse autour de lui, alors que le récepteur, lui, d'ailleurs, il ne faut jamais parler d'un émetteur et d'un récepteur, il faut parler d'un émetteur et deux récepteurs. Le récepteur est toujours au pluriel par rapport à l'émetteur. Souvent, il n'y a pas un émetteur qui n'aurait qu'un récepteur, ça ne voudrait rien dire à la limite. Un émetteur est censé, ou alors ça voudrait dire qu'il serait en échec. Un émetteur est censé avoir plusieurs récepteurs qui vont prendre le discours, qui vont prendre le modèle et qui vont lui donner des déclinaisons successives. Et c'est pour ça d'ailleurs, alors la polygamie, c'est ça, la polygamie, c'est l'élément masculin qui est entouré de plusieurs femmes. Et ça, c'est un schéma fondamental, à mon avis, puisque vous êtes dans le social, c'est un schéma structurel fondamental qui est évidemment remis en question par la monogamie, mais la monogamie, c'est un cas exceptionnel. Il y a dans le monothéisme, il y a un Dieu pour un nombre illimité de gens. Donc on est dans un monde où presque tout ce qui nous entoure
est de l'ordre du rapport de l'un au multiple, et ou quand il s'agit de penser aujourd'hui le masculin et le féminin, on est dans le rapport du 1 au 1. Donc à ce moment-là, personne ne joue le rôle du multiple. Donc à partir du moment où celui qui est dans le multiple n'assume pas sa dimension, le système se bloque. Donc on ne peut pas être à la fois, comme on dit, au four et au moulin. Donc je ne pense pas... Donc finalement, quand vous avez, pour revenir à notre affaire, quand en tant qu'astrologue vous avez affaire à une femme, les questions qui vont se poser vont être très différentes fondamentalement dans le vécu, dans le rapport au vécu, dans le rapport au passé, dans le fait de pouvoir passer d'une chose à une autre, donc d'oublier ou de gommer, quand par exemple les modalités d'expression, à mon avis, vont être différentes, mais fondamentalement, je ne pense pas que les questions en elles-mêmes soient très différentes. Le parcours de vie ne va pas être le même. Hein. Si effectivement, d'un côté, vous avez quelqu'un qui a une espèce de flux de toilettage, qui a une capacité de ressourcement, de renouvellement, d'évacuation, qui n'est pas constitué, mais qui évacue énormément les choses, qui les prend et qui les évacue, qui passe à autre chose, etc. C'est pas la même chose que quelqu'un qui garde, qui conserve des choses qui lui sont arrivées. Et effectivement, comme on disait tout à l'heure, il semblerait que l'astrologie du thème natal, par opposition à l'astrologie, disons, mondiale, si on peut dire, c'est une astrologie qui convient parfaitement au féminin, justement. Parce que justement, elle entend rendre compte de cette accumulation. J'aime beaucoup le mot accumulation. Accumulation des avoirs. Bon, il y a le problème de l'être, il y a le problème de l'avoir. L'homme serait plutôt dans l'être, un être qui essaierait de préserver son essence et d'évacuer tout ce qui pourrait se cristalliser autour de ça. Et celui qui est dans l'avoir et qui accumule tout un ensemble d'informations, de notions, de souvenirs, un peu un bric-à-brac de choses. Et voilà, donc c'est pas du tout, quand je me représente le mental d'une femme et d'un homme, pour moi c'est pas du tout pareil. Hein. Le mental d'une femme, c'est la caverne d'Ali Baba. C'est-à-dire que si vous avez arrivé à la visualiser, alors effectivement, là, comme le thème natal est déjà a l'air justement, comme dirait d'ailleurs André Barbeau dans De la psychanalyse astrologique, le thème natal a l'air de pouvoir justement expliquer toute cette complexité du psychisme. Mais c'est une complexité du psychisme féminin et pas du psychisme masculin. C'est ça que je suis en train de dire. Et donc par conséquent, l'échec, et puis aussi la notion d'échec et de réussite. Qu'est-ce que c'est que la réussite féminine? Qu'est-ce que c'est que la réussite masculine? Ça aussi, c'est des représentations. La réussite féminine, c'est de trouver son modèle. C'est pas d'élaborer le modèle. C'est de choisir son modèle et de choisir le groupe auquel ce modèle réfère. Je fais partie du groupe X qui se constitue autour du modèle Y. Bon, mais effectivement, il faut qu'elle apporte à ce modèle quelque chose. Ce modèle, justement, il faut qu'il soit suffisamment restreint pour qu'il y ait de la place pour apporter quelque chose. Hein, si moi, par exemple, je donne aux femmes des modèles extrêmement simples, et alors là, elles ont une liberté d'improviser, de prolonger, qui est considérable. Plus le modèle est restrict et élaboré, et moins il laisse de liberté, quelque part, qu'on le veuille ou non. Je vous donne un exemple, puisque je vais rebondir sur ce que vous dites. Bon, admettons par exemple que je dis à quelqu'un, vous lisez un poème. Sa liberté, elle est limitée. Alors, il peut le lire bien, il peut le lire avec beaucoup de vivacité, mais c'est pas lui qui a élaboré le poème. Si je dis à quelqu'un, vous me faites un poème en reprenant ces mots-là, il a plus de liberté. Il a plus de possibilités de combinaison. C'est toute la différence. Une femme, pour moi, une femme, c'est quelqu'un qui est capable de rebondir sur un modèle qui est relativement simple et de le prolonger et de le compléter. Quand par exemple un homme fait un enfant à une femme, la femme elle apporte beaucoup de choses à cette semence. Hein, donc il y a un apport. Une femme qui n'est pas capable d'apporter
quelque chose à l'élément émetteur, il y a un problème. Donc là aussi, parfois, il y a des femmes qui ne sont pas, qui se contentent, pour reprendre l'exemple tout à l'heure, si vous étiez une femme, je vous dirais, prenez un modèle simple et retravaillez-le à votre façon avec le client. Mais ne prenez pas un modèle qui est déjà trop élaboré, trop structuré. C'est ça que je vous dirais. Alors inversement, comment? Je ne suis pas certain, je pense qu'elles sont tout aussi capables qu'un homme de partir d'un modèle complexe. Ah mais c'est pas du tout, moi je ne recommande pas aux hommes de partir d'un modèle complexe, au contraire. Je dis, alors les femmes doivent partir d'un modèle, d'ailleurs c'est pas au contraire, c'est pas une capacité, c'est au contraire un défaut. La capacité c'est de partir d'un modèle simple. Là il y a un lapsus, parce qu'au contraire justement, partir d'un modèle complexe c'est pas quelque chose que je célèbre, au contraire. Je dis qu'une femme qui se respecte, elle doit être capable de partir d'un modèle simple et d'apporter la complexité nécessaire. Et une femme qui n'est pas à la mesure de cela et qui a besoin d'un modèle complexe, c'est là qu'il y a un problème. C'est pas du tout, je ne suis pas en train de dire les hommes, eux, gèrent les modèles complexes. Au contraire. Par contre, si vous êtes un homme, le conseil que je vous donnerai, sous-jacent, c'est ne vous mettez pas en position féminine. Ne vous mettez pas en position de dire je vais appliquer le modèle. Mettez-vous en position de travailler sur le modèle, de réélaborer le modèle, de l'enrichir ce modèle. Et effectivement, vous, quand vous parlez, vous ne parlez pas de façon typiquement masculine dans mon système, c'est clair. Mais c'est une situation, vous en parlez, alors justement, c'est cette ambiguïté du modèle c'est en fin de compte, c'est ce qu'on appelle une situation androgynale. C'est-à-dire, je ne suis pas dans l'application d'un modèle simple, je ne suis pas non plus dans l'élaboration du modèle, j'utilise quelque chose qui est à la fois un modèle, mais qui est à la fois déjà une structure qui correspond à la réalité que je vais étudier. Donc c'est une espèce de cote mal taillée, si on peut dire, c'est-à-dire de situation un peu intermédiaire, où il n'y a ni la latitude de capter le monde extérieur, comme ferait un psychanalyste qui utilise des modèles qui sont vraiment très schématiques. En psychanalyse, on a des modèles très schématiques. Bon, donc il y a le travail du psychanalyste est énorme. En astrologie, on a un modèle beaucoup plus alambiqué qu'en psychanalyse. Et donc par conséquent, le travail avec la personne, il est beaucoup plus rapide, comme vous disiez vous-même, beaucoup plus immédiat. Bon, et c'est ça le problème. C'est à la fois une qualité, mais c'est aussi un problème. Alors, quelque part, beaucoup, vous savez qu'il y a, alors justement à Bordeaux, si vous étiez venu à ces rencontres de Bordeaux, vous aurez remarqué qu'il y a 85%, 90% de femmes dans les sous-sens. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant aussi. Donc l'astrologie elle-même, au niveau sociologique, nous interpelle sur le masculin-féminin. Il est clair que de plus en plus, c'est un monde féminisé, l'astrologie, et qui est plus ou moins fui par les hommes. Mais les hommes, dans ces réunions-là, moi je les ai filmés parce que c'est extraordinaire. Les hommes sont quasiment. Il y a quelques hommes qui sont des gens relativement importants, etc. Mais globalement, le public de base n'est pas du tout masculin. Alors ça aussi, c'est une question qui peut se poser. Mais c'est cette espèce de situation intermédiaire qui me préoccupe. C'est-à-dire de statut qui n'est ni d'aller vraiment travailler sur les modèles, ni d'aller vraiment travailler sur le terrain, mais une sorte de compromis entre ces deux tendances qui correspond effectivement à une sorte d'androgyna. C'est-à-dire qu'on combine le masculin et le féminin, on n'est pas complètement dans le masculin parce qu'on ne revient pas sur le modèle, on n'est pas complètement dans le féminin parce que le modèle est tellement riche qu'au fond, il n'y a plus qu'à l'activer un petit peu ou à le relier un petit peu, mais ça... Hein. Et puis alors, surtout, on a à la fois le problème de l'individualité, cette individualité, si effectivement, en tant qu'homme, vous retrouvez dans le thème natal, c'est qu'effectivement, il y a quand même une mémoire. Vous êtes marqué par le... Il y a des choses qui vous marquent en quelque sorte, qui vous structurent, et que vous auriez peut-être pu évacuer.
qu'il y a une réminiscence d'un certain nombre de choses que normalement les femmes alors gardent en elles-mêmes parce qu'elles ne peuvent pas les évacuer, elles n'ont pas à se toucher cette activation interne qui permet cela, mais vous, en tant qu'homme, vous êtes en principe capable de vous débarrasser de tout ça. Et alors l'astrologie, elle ne vous aide pas dans ce sens-là, puisque l'astrologie, elle vous conforte dans l'idée qu'il faut accorder de l'importance à cela. C'est là qu'il y a une espèce de double discours, de double langage, parce qu'effectivement, de double bind, pour parler comme les Anglais, c'est-à-dire qu'elle vous incite à considérer que les choses qui sont marquantes, c'est comme par exemple en astrologie karmique, hein, vous avez des gens qui me disent il est arrivé telle et telle chose dans ma vie et il faut absolument que je l'explique. Cette façon de ne pas être capable de relativiser ce qui nous arrive. Relativiser, de dire bon, voilà, il m'est arrivé ça, mais comme tout à l'heure on parlait de ce monsieur de Figeac, on va passer l'éponge. D'ailleurs, c'est une expression intéressante de passer l'éponge, parce que ça veut dire qu'on va laver. On passe l'éponge, donc on lave, on fait table rase. Bon, vous imaginez quelqu'un qui a un moine tibétain ou je sais pas quoi, qui aurait une espèce de grande capacité de nettoyage intérieur. Il n'est pas intéressé à ce qu'on étudie son thème natal, vous imaginez bien, ça n'a aucun intérêt. Parce que ça renverrait, il faudrait qu'il fasse un effort d'anamnèse pour se souvenir de trucs. D'ailleurs, souvent, par exemple, les hommes, quand même, on leur dit, mais qu'est-ce que vous avez fait en telle époque? Mais même à la limite, ça les fatigue souvent. Ils n'ont pas envie de revenir sur les souvenirs de trucs. C'est quelque part dans leur mémoire, mais alors il faut chercher, il faut creuser, etc. Alors que chez une femme, il y a tout de suite un disque qui va sortir, qui va permettre de revenir sur ce truc-là. Donc le passé chez les femmes, il est extrêmement présent. Et même, il est là, il reste là. Alors que chez l'homme, il est archivé, mais on n'en parle plus, c'est oublié. La capacité d'oubli, d'ailleurs, est une qualité fondamentale parce que la science, finalement, elle a besoin de l'oubli. Si on veut dépasser des représentations anciennes, il faut quelque part les oublier. Moi, par exemple, quand je vois, par exemple, moi, je propose à certains astrologues de changer le modèle, non, parce que ils sont marqués par ce qu'ils ont appris, et on ne peut pas comme ça balayer et puis passer à autre chose. Ça reste, ça se maintient, ça se perpétue. Bon, en tout cas, bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Je crois que ça devient déontologiquement nécessaire de savoir si on a affaire à un homme ou une femme, savoir que le modèle de réussite, le modèle d'épanouissement n'est pas le même. Ils peuvent parfois même être contraires, opposés. Parce que quelqu'un peut avoir le sentiment qu'il a fortement réussi, mais cette réussite, c'est une réussite féminine alors qu'il est masculin. Donc il y a une ambiguïté. Alors, effectivement, le problème, c'est qu'il est beaucoup plus facile d'être une femme que d'être un homme, puisque, d'ailleurs, souvent les femmes le reconnaissent, puisque finalement, par exemple, professionnellement, il est souvent plus facile de trouver un boulot comme femme que comme homme, en bas de l'échelle. Hein. Parce que effectivement, on est là dans l'application, on a beaucoup plus besoin de gens qui appliquent que de gens qui pensent. Donc on peut employer énormément, le mot employer, c'est un mot qui est intéressant, le mot employer, parce que pour qu'il y ait des employés, il faut qu'il y ait des employeurs. Or, pour 50 employés, il y a un employeur. Vous voyez bien qu'on retrouve dans cette fameuse polygamie, il n'y a pas autant d'employeurs que d'employés, ça n'aurait pas de sens. Donc forcément, être un homme, c'est quand même c'est une toute autre affaire. Ça veut dire il y a énormément de déchets. Il y a beaucoup d'hommes, d'ailleurs, dans le théâtre, il y a beaucoup d'hommes qui tiennent des rôles de femmes, hein, parce qu'ils n'ont pas le choix. Être un homme, ça veut dire élaborer son propre modèle, sa propre structure. C'est avancer, c'est ne pas être prisonnier de l'état social immédiat. Or justement, quand on est complètement immergé dans un milieu, comme on disait tout à l'heure, où c'est ce milieu qui fait partie de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on quelque part, la conscience féminine est une conscience collective à la limite. C'est-à-dire qu'elle est partie, c'est une conscience multiple. C'est-à-dire qu'elle a une sociabilité fondamentale en réalité. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce n'est pas une sociabilité de complaisance, c'est une sociabilité nécessaire. C'est-à-dire
même les femmes les plus sauvages ressentent le besoin de l'autre quelque part. Elle a besoin de quelqu'un qui soit là pour corriger, pour réagir, etc. Bon. Donc les hommes sont inversement, même l'homme le plus social du monde, ne l'est jamais réellement. Il est capable du jour au lendemain, il est capable de vous dire, bon maintenant, moi je passe à autre chose. Voyez-vous, c'est l'accompagnement. C'est pas du tout la même sociabilité. La sociabilité masculine, c'est à la fois paradoxalement une capacité d'entrer en contact très facile, puisque toute l'idée de l'abeille, c'est de passer d'un truc à l'autre, mais en même temps de partir aussi très rapidement. Donc quelqu'un qui rentre dans un truc et qui y reste indéfiniment, c'est quelque part, c'est un peu l'opposition entre le nomade et le sédentaire. La Lune, c'est la structure nomade par excellence, et le signe zodiacal, c'est la structure sédentaire. Donc soit vous êtes la Lune qui bouge, etc., soit vous êtes le signe zodiacal qui reste là et puis qui est activé quand la Lune passe devant. Donc même en astrologie, on a cette dialectique. On peut même remplacer d'ailleurs les signes par les étoiles, c'est pareil. Les étoiles sont fixes, elles ne bougent pas, et les planètes sont mobiles. Donc de toute façon, d'ailleurs paradoxalement, on dit qu'en astrologie que la Lune est féminine. Mais en réalité, tout indique au contraire qu'elle est masculine. Et d'ailleurs dans le Mahabharata hindou, la Lune a 28 épouses qu'elle fréquente tour à tour. Donc déjà, il y a déjà dans le modèle astrologique même des choses qui vont vous orienter. Dire que la Lune est féminine, ça devient presque incompréhensible quelque part. Cette mobilité, cette capacité de passer, c'est pas du tout représentatif du comportement féminin, pas du tout. Alors est-ce qu'on peut revenir un peu sur votre travail? Est-ce qu'il y a des choses dont vous voudrez nous parler et qui vous tiennent à cœur et dont vous voulez nous communiquer la substance? Parce que peut-être que je passe tout à fait à côté de ce qui est important pour vous. Alors donc, est-ce que vous utilisez par exemple est-ce que vous utilisez par exemple le tarot par exemple? Le tarot, non. Est-ce que vous utilisez la géomancie, la numérologie? Non. Vous n'utilisez aucune de ces techniques divinatoires? Donc ça c'est déjà intéressant, oui, parce qu'il y a beaucoup d'astrologues qui sont tentés de faire cette conciliation. Donc vous allez utiliser les archives akashiques. Alors attendez, parce que ça c'est pas évident, ça. Comment est-ce qu'on fait pour utiliser des archives akashiques? C'est quand même... Alors comment vous êtes médium? C'est pas une forme de médiumnité, c'est une forme d'accès que j'ai activé ah oui, quand même. dans l'initiation chamanique. Voilà, c'est ça, oui. Mais c'est pas n'importe quoi, ça. Oui. Mais c'est pas relié directement à l'astrologie, c'est-à-dire que je peux faire des consultations en me basant sur les archives akashiques de quelqu'un, justement, sans nécessairement faire le lien avec... nous on travaille beaucoup sur Téléprovidence et sur Futur Vidéo sur les archives akashiques. Parce que nous avons fait, vous verrez si vous regardez, entretien médiumnique, nous appelons ça, entretien médiumnique. Par exemple, moi j'ai mené un très grand nombre, je ne suis pas médium, mais je travaille avec des médiums, et je leur dis, voilà, mettez-moi en contact avec telle personne, telle entité du passé. Par exemple, vous verrez, il y a beaucoup d'entretiens avec Nostradamus, par exemple. Et donc je cherche des médiums qui ont cette faculté. J'encourage même beaucoup les médiums à faire ça. Effectivement, c'est des archives akashiques, parce qu'effectivement, il y a la vie de Nostradamus, on ne sait pas s'il s'est réintégré ou il s'est réincarné ou pas, mais peu importe, il y a cette archive de Nostradamus qu'on peut interroger. Et vous avez déjà interrogé qui, ou comme ça? Non, j'interroge uniquement par rapport aux gens qui viennent me voir. Oui, mais c'est des gens, quel genre de gens? C'est quoi comme... ces gens qui viennent vous voir, ils vous demandent de vous... Enfin, ils vous amènent à vous brancher sur qui? Sur des parents à eux? Leur guide ou des gens de leur famille. Ça, oui. Mais comme je reste dans un cadre de façon psychothérapeutique... Mais malgré tout, ça vous met dans quel état, ce genre de choses? Vous visualisez quelque chose à ce moment-là? Je peux voir des choses, entendre... Et donc des entités? Oui. Oui, voilà. Oui. Et vous n'avez jamais été incité à rencontrer telle ou telle personnalité des siècles précédents? Non, j'ai pas cette curiosité. Oui, non, parce que c'est ça qui est intéressant aussi. Donc, et vous ne faites pas la connexion, c'est ça? Entre l'astrologie et ça? Je peux la faire. Je suis pas sûr d'ailleurs. Vous pourriez évidemment travailler sur les vies antérieures, mais ça c'est un problème. Je travaille aussi sur les vies antérieures, mais là en faisant de la régression sous hypnose. Voilà.
C'est ça. Mais malgré tout, c'est quand même des... Alors, est-ce que quand vous avez un client, est-ce que on peut passer d'une technique à une autre comme ça? Ou est-ce que c'est des demandes qui sont complètement cloisonnées? Non, c'est pas forcément cloisonné, ça dépend de si le client s'inscrit dans une démarche globale ou si Oui. c'est un rendez-vous ponctuel. Alors les gens qui viennent vous voir... Un rendez-vous ponctuel, ça va être une technique ou l'autre, un outil ou l'autre. Après, sur une démarche globale, effectivement, on peut utiliser différents outils. Alors, comment faites-vous pour qu'on sache ce que vous proposez, vraiment? Et comment les gens savent que vous existez et savent ce que vous proposez? Donc, puisque là, je suis en train de monter mon cabinet, là, je suis aussi en train de monter un site. Oui. Et encore faut-il qu'ils y aillent sur votre site. Encore faut-il qu'il y aille, oui. C'est ça. Donc, effectivement, comment vous intituleriez votre service? Comment vous qualifieriez la globalité de votre approche, des services que vous pouvez rendre? Vous avez un terme pour... c'est pas l'astrologie, donc l'astrologie serait qu'un outil. C'est un outil parmi d'autres, même si c'est quand même un outil de base, c'est celui dont je me sers depuis le plus longtemps. Oui. Mais est-ce que vous avez votre propre terminologie pour désigner votre activité? Non. Donc vous êtes d'abord astrologue, enfin, c'est comme ça l'expression qui met en avant, ou vous êtes plutôt hypnothérapeute, ou vous êtes plutôt dans la recherche akashique? Les trois. Les trois, oui. J'en privilégie pas un. Est-ce que les gens qui vont vous voir comme astrologue, ils savent que vous faites ça aussi? Oui. Vous les informez? Oui, je les informe. Oui. Ouais, donc ils rentrent par l'astrologie, mais vous les informez qu'il y a autre chose. Voilà, oui, les trois, enfin l'hypnothérapie n'est pas encore sur mon site, il est en construction. Alors comment vous les engagez, parce que je crois que c'est peut-être ça qui est intéressant, imaginons par exemple que moi je suis astrologue, enfin que je viens de vous voir par l'astrologie, comment vous les incitez à aller sur les autres terrains qui sont les vôtres? Qu'est-ce que vous leur donnez comme argument? Je les incite pas forcément, après eux connaissent les outils, je leur décris des outils que j'utilise. Après effectivement, ces outils leur parlent ou non, les intéressent ou non. Mais je n'incite pas directement la personne à utiliser tel ou tel outil. Il faut comme la motiver. Ça vient naturellement, c'est elle qui à un moment donné du processus va estimer ou va ressentir le besoin d'utiliser tel ou tel outil. Qu'est-ce qui va faire qu'elle aura ce besoin, à votre avis? Encore faut-il qu'elle s'en fasse une idée assez claire. Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à dire, moi je voudrais... alors, dans le cas des recherches akashiques, qu'est-ce que c'est que le fil directeur? C'est quoi? J'ai besoin de savoir quoi? Le fil directeur, c'est que ça peut aider à actualiser justement des choses, ou répondre à des questions, contacter un guide, des choses comme ça qui peuvent l'aider à... C'est parfois des gens qui ont une certaine culture dans ce domaine. À des questions plus immédiates. Ah, plus immédiates. Donc ça peut être de la voyance en fait. Plus immédiate. Attends, qu'est-ce que vous appelez des questions immédiates? C'est-à-dire des choses plus précises? Oui, si elles ont besoin d'un conseil, d'un conseil précis ou de... Que vous ne pourriez pas vous-même donner en tant qu'astrologue? Qu'on peut donner à travers l'astrologie, mais pas toujours, puisque je pense que l'astrologie n'a quand même pas réponse à tout. Ah oui, d'accord, c'est ça. Oui. Donc finalement, vous ne proposez pas de... Vous auriez, par exemple, comme beaucoup d'astrologues, vous ne proposez pas de faire un tirage de tarot, qui pourrait éventuellement mettre en contact avec un guide. Vous proposez carrément, directement, de se brancher d'aller carrément à la source. D'aller à la source, alors soit à travers moi en utilisant les archives akashiques, soit d'aller le contacter directement elle-même en faisant une régression sous hypnose. Ah oui, d'accord. Alors donc là, on retombe dans votre troisième volet. Voilà. Ah, donc vous leur donnez en quelque sorte les moyens d'aller se renseigner elles-mêmes. Elles-mêmes, voilà, d'accéder elles-mêmes à l'information. Donc vous leur donnez une certaine autonomie en fait. Tout à fait. Au lieu d'être quelqu'un qui délivre le produit fini, vous leur donnez les moyens de le faire quand elles veulent et pas de dépendre constamment de vous. Mais par contre, il faut qu'elles fassent l'effort d'acquérir l'information nécessaire. Bien, tout à fait. Ça, c'est intéressant, voyez-vous, comme démarche intellectuelle. C'est-à-dire que, parce qu'un des grands problèmes des astrologues, c'est qu'ils ne communiquent pas leurs outils. Ils traduisent l'outil. Ça, c'est un vaste débat aussi. Quelle information astrologique vous donnez à vos clients?
Parce que vous les initiez pas à l'astrologie, au sens strict du terme. Non, j'essaie quand même de leur expliquer les bases générales. Oui. Hein. Oui, mais malgré tout, Qui leur permet de savoir ce qu'on peut attendre de l'astrologie et Oui. ce qu'on peut ne pas en attendre. Hein. Oui. Mais bon, c'est quand même assez général. Mhm. Ils ne sortent pas en maîtrisant l'outil Oui, astrologique. bien sûr que non. Non, parce que moi, justement, je suis dans la position opposée. Mon outil astrologique étant beaucoup plus simple, Mhm. je le transmets au client. Ah, c'est un outil qui... Et c'est le client qui va... En réalité, je me suis mal exprimé tout à l'heure, c'est pas tellement, pour moi, le praticien, Mhm. entre guillemets, c'est le client. C'est-à-dire qu'il y a le théoricien, Mhm. le client. Et puis éventuellement, entre les deux, le praticien. Mais le praticien, c'est plutôt celui qui doit communiquer le mode d'emploi au client. C'est pas tellement qu'il doit faire le travail du client à sa place. Tout à fait. Donc effectivement, moi je laisse au client l'outil cyclique, je lui explique, et puis il est extrêmement simple à maîtriser, enfin à maîtriser en tout cas à connaître, et à partir de ce moment-là, de toute façon, je peux pas me substituer au client. C'est ça le problème. Alors que beaucoup d'astrologues, eux, et encore à Bordeaux, j'ai eu des interviews à ce sujet, eux, ils disent non, écoutez, moi j'ai mis des années à apprendre. Vous-même, c'est un paradoxe, vous dites vous-même que ça fait 30 ans que vous faites de l'astrologie. Il est évident que vous n'avez pas communiqué à vos clients 30 ans d'astrologie. Hein? Non, effectivement. Bon, donc c'est. Bon, alors donc finalement, je ne sais pas si vous êtes des élèves, enfin bon, c'est rien, des élèves en astrologie, mais en tout cas, c'est pas du tout évident. Parce que l'outil est très lourd à acquérir, très lourd à apprendre à utiliser. Mais si vous passiez à un outil plus léger, vous gagneriez aussi dans le sens où vos clients, c'est eux qui feraient le travail à votre place. Ce que vous avez très bien dit tout à l'heure par rapport à la recherche par l'hypnose. Donc cette démarche que vous avez eue par rapport à l'hypnose, de donner au client les moyens de mener à bien sa recherche, vous ne l'avez pas par rapport à l'astrologie. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on voit bien qu'il y a une dimension, c'est comme si l'astrologie était contournée, donc vous avez deux démarches mentales distinctes, qui cohabitent et qui s'affrontent peut-être. Non, qui ne s'affrontent pas, que j'utilise en fonction de chaque situation, de chaque personne. Non, je veux dire qu'ils s'affrontent dans votre structure mentale. Je veux dire. Non, mais je veux dire qu'ils s'affrontent, qui ont des tonalités différentes. Avec l'astrologie, vous transmettez, vous traduisez exactement en langage courant ce que dit l'astrologie. Donc vous mettez l'astrologie au niveau du client, et même vous adaptez l'astrologie à sa structure mentale, notamment si c'est une femme. Mais en revanche, vous avez votre psychisme a développé une autre tonalité qui correspond à une autre pédagogie, et qui est celle, effectivement, de doter la personne des outils dont elle aura besoin, et qui d'ailleurs, entre parenthèses, sont de l'ordre de l'exploration intérieure. Tout à fait, mais ce sont deux démarches qui ne s'affrontent pas, qui sont complémentaires et qui interviennent à différents moments du processus. Oui. Non, mais je ne veux pas vous bousculer là-dessus. Je veux dire simplement que, malgré tout, ce sont des tonalités différentes. Et qui relèvent d'une dualité aussi, quelque part. Une complémentarité, oui. Donc forcément il y a une dualité. Oui, c'est ça. Une dualité, il faut qu'il y ait une dualité. Voilà. Et la question est de savoir quel est l'élément des deux qui est le plus authentique par rapport à vous. C'est ça. Bon, c'est-à-dire parce que d'une certaine manière, moi je pense que, vu votre démarche par rapport à l'énergétique, vous seriez peut-être intéressé à pratiquer une astrologie plus facilement transmissible que celle que vous utilisez actuellement. C'est ça que je veux dire. Et donc, par conséquent. Alors, qu'est-ce que c'est que l'astrologie transmissible? C'est une astrologie cyclique, des phases de 7 ans, avec des dates qui reviennent tous les 7 ans, donc c'est pas très compliqué, qui ne sont pas liées au thème natal. C'est une structure septénaire qui est
qui est universelle en quelque sorte, qui est déterminée par la conjonction de Saturne. Alors c'est encore une astrologie que vous ne connaissez pas spécialement, et qui n'est d'ailleurs pas du tout connue dans le monde anglo-saxon. C'est la conjonction de Saturne avec les 4 étoiles fixes royales, vous les connaissez. Aldébaran, Antares, Fomalhaut et Régulus. Donc ça découpe en gros le cycle de Saturne et le cycle de la Lune d'ailleurs. Le cycle de la Lune en 4 semaines, et le cycle de 4 semaines de 7 jours, et le cycle de Saturne en 4 semaines de 7 ans. Et donc par conséquent, voilà, il y a la conjonction, comme vous dites tout à l'heure au niveau astronomique, on voit la conjonction, on voit que Saturne se rapproche d'une des 4 étoiles, qui forment un carré, en quelque sorte, un quadrilatère. Et par conséquent, lorsque la conjonction se produit, ça donne une énergie considérable sur le plan psychique. Et quand elle se dissout, eh bien cette énergie décline. Et on passe d'une période d'abondance psychique à une période de pénurie psychique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, pour unifier un champ, il faut beaucoup plus d'énergie que pour le considérer comme des entités distinctes. Si je vous dis par exemple, trouvez-moi le point commun entre 50 facteurs, c'est plus difficile que si je vous dis, décrivez-moi chacun de ces facteurs dans sa spécificité. Donc, plus l'énergie conjonctionnelle, puisqu'on appelle ça, plus la conjonctionnelle se dissout, plus la faculté de dépasser les clivages, de dépasser les différences, décline. Et à ce moment-là, les différences vont ressurgir parce qu'on ne saura pas les rapprocher et on tombe dans ce qu'on pourrait appeler un phénomène de saleté. C'est-à-dire que vous prenez 50 assiettes, quand elles sont propres, elles sont identiques, et quand elles sont sales, elles sont toutes différentes les unes des autres. Donc progressivement, l'énergie de nettoyage décline, les choses donc deviennent de plus en plus distinctes les unes des autres, jusqu'à ce que la prochaine conjonction remette du fluide dans tout ça. Voilà. Non, je veux dire, voyez-vous, c'est quand même pas très compliqué comme discours. Alors, donc, je dote le client de cette information, je peux l'appliquer à des choses de sa vie, etc. Et voilà, et c'est à lui de faire le travail. Et donc, il n'y a aucune commune mesure, voyez-vous. Donc, c'est un schéma qui est très simple, qui n'exige pas de grands calculs. On a besoin simplement d'une information tous les 7 ans, et sachant que plus on s'éloigne de la date de 7 ans en question, plus l'énergie de rassemblement, d'unification, fait place à une dispersion des énergies, dispersion des cas. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la théorie qui est sous-jacente à ça, c'est que il faut plus d'énergie pour unir que pour séparer. Et que l'énergie mentale pour rapprocher des gens qui apparemment sont très différents ou des cas très différents est beaucoup plus importante. Donc quand on a peu d'énergie, quand on est dans une sorte de pénurie énergétique, on laisse les choses dans leur particularité. Et là, on retombe dans une sorte de dialectique masculin-féminin, encore une fois, puisque la notion d'unité est une notion qui serait plutôt masculine, puisque tout à l'heure on a dit qu'il faut renforcer le pôle, il y a une polarité 1 au multiple, il faut que le pôle masculin soit très puissant, et il ne peut être puissant qu'en conjonction, et plus le pôle masculin faiblit, et plus ça laisse le champ, moins il aura d'emprise sur le pôle féminin, et donc la diversité. Quand l'homme n'est plus capable d'unifier la diversité, eh bien il est dominé par le féminin. Il est dominé par le monde du féminin. Au point que on finit par oublier l'unité. Parce que quand vous avez X facteurs qui se sont démultipliés, on ne perçoit donc plus l'unité, on ne perçoit donc plus la source. Et donc on ne perçoit plus d'où ça vient. Donc voyez-vous ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, la prise de conscience de la dualité du monde, elle est également liée à la cyclicité. Vous parliez d'activation, eh ben, l'humanité est activée dans le sens de l'unité et donc de la centralité en phase conjonctionnelle de Saturne, et elle est activée dans le pôle féminin lorsque Saturne est faible, et qu'à ce moment-là, il n'est plus capable de rapprocher, de rassembler, et il est obligé de laisser les choses
se différencier, se distinguer à l'infini. Donc vous voyez où ça peut se dire en quelques minutes. Et à partir de ce moment-là, la personne part avec le tableau, les phases, etc. Et elle n'a pas... bon. Mais effectivement, inversement, en revanche, il faut qu'elle acquiert un bagage qui n'est pas le même au niveau du masculin et du féminin. Donc vous voyez, il y a une différence de charge d'information, pas la même chose. Voilà, donc effectivement, c'est intéressant ce que vous dites parce que vous avez cette double sensibilité. Spontanément, vous dites oui, je vais donner à la personne, et ça je trouve ça, c'est la première fois que j'entends ça, je vais carrément aider la personne à devenir un peu une sorte de médium et d'accéder elle-même aux informations en question. Et qui est-ce qui vous a donné cette idée, monsieur Saunier? C'est quand même remarquable. Vous avez un maître qui vous avait engagé dans cette direction, qu'il y a des gens qui vous ont eux-mêmes dit développer votre potentiel par vous-même Non, c'est la somme des expériences, je dirais, que j'ai vécues qui m'ont amené à cette démarche. Oui, mais là, moi je perçois là carrément vraiment le pôle masculin de manière très, très tangible. Voyez-vous, c'est-à-dire ça, chacun. Alors cela dit, je vous ferai le reproche suivant, c'est que tout le monde n'est pas capable de suivre vos conseils de cette façon. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens qui ont une grande autonomie potentielle en eux-mêmes, qui peuvent activer en eux-mêmes toutes ces fonctions, vont pouvoir le faire. Et les gens qui ont un rapport compliqué avec leur intériorité ne vont pas pouvoir le faire aussi facilement, parce qu'eux, ils auront besoin de travailler plutôt sur le relationnel. C'est pour ça que je vous parlais de complémentarité tout à l'heure dans les différentes approches entre l'astrologie, les archives akashiques et l'hypnose. Oui. Ce qui permet de... Mais quand on parle d'un socle qui met à la fois l'accent sur l'astrologie et l'accent sur le masculin et le féminin, là on comprend encore mieux votre démarche. Parce qu'à ce moment-là, cette démarche, elle est fondée. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous appelez le thème astral, chez moi, c'est tout simplement le masculin et le féminin. C'est-à-dire que ça épuise. C'est-à-dire qu'effectivement, moi je considère par exemple que vous, quelqu'un, moi, s'il me dit que s'il voit que je suis un homme, je lui mets la structure masculine. Je ne mets pas son thème natal. Je dis c'est le thème natal, c'est une espèce de substitut à la connaissance de cette structure masculine ou de cette structure féminine. Donc remplace. Vous savez, on a fait des expériences il y a quelques années comme ça. On a pris. D'ailleurs, c'est une expérience que je vous suggère de faire. Vous recevez la personne et vous mettez le thème devant vous, mais au lieu d'interpréter le thème, vous lui parlez du masculin ou du féminin, en lui laissant penser que c'est dans son thème. Et là, la personne, et en fin de compte, c'est beaucoup plus facile de travailler comme ça, parce qu'en fin de compte, vous auriez, par exemple, on pourrait vous donner un discours féminin, un discours masculin, et le thème, en fin de compte, vous y référez comme ça, si on veut, et vous sortez le discours correspondant à la personne. Et vous apercevez que les gens vous disent « Ah, mais vous m'avez parfaitement bien compris, etc. » voyez-vous. Parce que dans le masculin et le féminin, il y a déjà toute une dialectique, toute une complexité. Donc les gens vont se dire « Mais oui, il a bien compris mon problème. » Donc en fin de compte, ce que je veux dire par là, c'est que, en fin de compte, si vous maîtrisez bien cette problématique du masculin et féminin, de la femme, de l'homme, des problèmes existentiels des uns et des autres, vous allez vous apercevoir que vous dites des choses relativement élaborées qui peuvent satisfaire la personne sans avoir à faire son thème. Mais rien ne vous interdit de le dire que c'est son thème, c'est pas le problème. Et nous, on avait fait une expérience comme ça, on avait fait des expériences en aveugle, on avait demandé à 4 femmes d'attendre dans un couloir, et on les avait reçues chacune l'une après l'autre. Elles ont évidemment des thèmes très différents, et on leur avait dit la même chose. Et ça marchait. Donc, bon, c'est comme ça. Mais à partir du moment où vous avez un socle qui est binaire, c'est-à-dire qui inclut à la fois la dimension temporelle du cycle et la dimension structurelle du sexe, eh bien, vous pouvez à ce moment-là intégrer
à la fois l'astrologie, à la fois voilà. Mais en sachant qu'effectivement, les problématiques d'autonomie sont quand même beaucoup plus praticables par les hommes que par les femmes, à mon avis. Alors pour les femmes, la question, il y a peut-être d'autres techniques à développer. C'est par exemple le problème, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une situation où le féminin n'est pas très bien vécu. Moi, contrairement à ce que vous pourriez croire, je pense que le féminin aujourd'hui fait défaut dans notre société. On a un féminin au rabais. Oui, je suis d'accord avec vous. Ah bon? On a un féminin au rabais, c'est-à-dire que les femmes ont un rôle beaucoup plus important qu'elles ne le pensent à jouer, mais ce n'est pas celui des hommes. Et actuellement, elles sont prises entre deux options qui sont toutes les deux fausses, à savoir, d'une part, jouer dans la cour des hommes, et d'autre part, dire ah ben moi si je ne joue pas dans la cour des hommes, moi je me contente du minimum syndical. Je me contente comme ça de prendre les choses qui sont déjà toutes prêtes, et puis je rajoute ma petite sauce, mais pas grand chose. Et ça, ça n'est pas bon non plus, parce que soit c'est comme par exemple, je connais des femmes comme ça, elles ont des ambitions extraordinaires, et finalement elles me disent j'ai pris un petit poste de secrétaire où je fais un truc complètement nul. Oui, alors il faut qu'elle investisse le milieu. Le milieu, c'est-à-dire, je prends des choses qui sont embryonnaires, comme le modèle freudien, c'est un modèle embryonnaire, des choses qui sont, des paradigmes qui sont relativement simples, et je les retravaille, je les applique, j'en tire le maximum. Mais je crois qu'il y a quand même de plus en plus de femmes qui prennent leur place comme ça. Pouvez-vous donner des exemples de femmes qui vont dans le bon sens, monsieur Saunier? Les entreprises du CAC 40 qui ont les meilleurs résultats à l'heure d'aujourd'hui sont celles qui ont le plus de femmes cadres. Oui. Donc je pense que de plus en plus de femmes commencent à apporter leur propre spécificité, savoir prendre toute leur place, apporter leur propre spécificité dans la société. Oui, mais malgré tout, c'est un peu empirique ce que vous dites, parce que vous n'avez pas défini les limites de tout ça. Parce que vous avez une façon de parler qui est un petit peu ambiguë. Parce que quand vous dites, par exemple, elles ont pris toute leur spécificité, quelle spécificité? Elles prennent de plus en plus leur spécificité. Mais là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut s'entendre sur les définitions des mots. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si on est d'accord sur les définitions, ça va. Mais si on n'est pas d'accord, on peut vous comprendre autrement. Parce que, par exemple, vous dites les femmes cadres. Est-ce que les femmes cadres, c'est la même chose qu'une femme créatrice d'entreprise, etc. On va dire qu'il y a tellement d'ambiguïté dans le langage. Une femme cadre, oui, vous pourriez dire aussi. Et dans votre propre propos, moi je capte des ambiguïtés que je n'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'une femme cadre, est-ce que quand vous dites ça, vous dites que les femmes peuvent faire la même chose que les hommes? C'est ça que je ne comprends pas. À un moment donné, vous dites qu'elles prennent toute leur place, et en même temps vous dites elles prennent toute. On ne sait pas si vous êtes en train de nous dire qu'elles ont la place qu'elles doivent avoir dans la hiérarchie sociale, ou bien vous êtes en train de dire qu'elles prennent la place des hommes. Ah non, on ne prend pas la place des hommes. Non mais c'est ça que j'arrive pas très bien. Moi, je sais. Elles prennent leur place, leur place de plus en plus, et la place qui leur revient voilà. Naturellement, légitimement. Oui. Hein. Mais ce n'est pas clairement dit. C'est pas clairement dit. Bon, c'est pas clairement dit. Ça reste. Moi, j'aimerais bien qu'on soit beaucoup plus clair là-dessus. Or, une femme ne va pas vous dire. Moi, j'attends des femmes qui disent effectivement, voilà, je sais quelle est ma place. Je sais que je ne suis pas en mesure d'établir les nouveaux paradigmes, d'être quelqu'un qui va féconder un grand nombre de personnes, etc. Mais je peux prendre un paradigme déjà là et puis en tirer le meilleur. Bon, je ne suis pas sûr qu'elles soient, même chez les femmes les plus lucides, je ne suis pas sûr qu'elles soient capables aujourd'hui, tellement il y a de pression au niveau du féminisme, même les femmes avec lesquelles qui me semblent tout d'un coup les plus lucides, à un moment donné, elles sont toujours en train. Si on leur dit « Ah oui, mais attendez, comment se fait-il qu'il n'y a pas trop de femmes dans tel et tel milieu ?» Ah oui, mais c'est parce qu'il y a eu des circonstances historiques qui... Au lieu de dire que c'est dans leur ADN et dans leur histoire structurelle de ne pas l'avoir fait,
elles disent oui, mais il n'y a pas de raison que dans l'avenir ça ne se fasse pas, voyez-vous. C'est-à-dire qu'il y a quand même une façon de ne pas être à l'aise dans cette condition. Alors que moi, ce que je voudrais, c'est que les femmes soient à l'aise. Effectivement, l'exemple de la pollinisation est intéressant. Vous savez qu'actuellement, on se plaint des problèmes de pollinisation, vous devez être au courant de ça, puisque il y a des problèmes, il n'y a pas assez d'abeilles, il n'y a pas assez d'insectes, etc. C'est le pôle masculin lui-même qui est compromis, qui est en cause, voyez-vous. Parce que s'il n'y a pas de pollinisation, ça veut dire que la fleur reste... Et il n'y a plus de lien entre les fleurs. Et qui fait le lien entre les fleurs? C'est l'homme, justement. Alors c'est une fameuse image de Don Juan, si on veut. Vous-même, par exemple, est-ce que vous imagineriez... Vous êtes marié, je ne sais pas? Oui. Oui. Bon, alors, effectivement... est-ce que vous êtes marié depuis longtemps? Enfin, c'est peut-être indiscret. Est-ce que vous avez connu plusieurs femmes dans votre vie, je suppose? Oui, c'est ça. Donc, effectivement, je crois que c'est souhaitable de... Vous avez été très fidèle à l'astrologie, mais je pense quand même que vous avez quand même eu plus... En 30 ans, vous avez quand même connu plus d'une femme. Voilà. Donc, c'est quand même là aussi, il y a l'élément masculin qui ressort, mais... je crois quand même qu'il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se voiler la face. Il n'y a pas de discours clair sur ces questions. Hein. Pas de discours clair. C'est, même si on est d'accord, on emploie des expressions... Parce que tous les discours sont entachés de préjugés et d'a priori voilà. Socioculturels. Voilà, c'est ça. Oui. On ne peut pas dégager oui. de choses... Je pense que le XXIe siècle sera le siècle où justement... les choses seront plus clairement dites. Le XXIe siècle a raté sa chance à ce niveau-là, parce qu'il est quand même extraordinaire que toutes ces recherches sociologiques depuis l'époque de Durkheim, d'Auguste Comte, de Freud, etc., que toutes ces recherches, c'est presque incroyable de penser que toutes ces recherches n'ont pas... Non, c'est la fameuse montagne qui accouche d'une souris, c'est-à-dire que toutes ces recherches, elles ont été comme neutralisées en quelque sorte sur ces questions. Au bout de 100 ans ou 150 ans d'activisme au niveau des sciences de l'homme, on en soit encore à un niveau aussi rudimentaire, aussi inconsistant dans la question du masculin et du féminin. C'est toute la question, une découverte, un nouveau concept, combien de temps met-il pour passer dans la conscience collective? Oui, mais justement, ces concepts, il a le grand défaut, le grand reproche qu'on pourrait faire. Parce que Freud, par exemple, il avait amorcé cette réflexion. Il avait réfléchi, par exemple, sur le fait que, les organes sexuels de la femme et de l'homme... On le reproche d'être misogyne à Freud, plus ou moins. Mais finalement, il n'a pas doté, son modèle n'a pas doté l'humanité d'un schéma valable au niveau du masculin et du féminin. Non, c'était pas un modèle complet, on était dans les prémices. Oui, mais c'est dommage, parce qu'il avait les moyens de le faire, et puis finalement, Jung, lui, il a plutôt encore plus embrouillé les choses. Vous savez, tout le monde vous ressort, mais nous avons tous un animus et un anima. Alors avec ça, quand on dit ça, on n'en sort pas. Hein, parce que c'est vrai et c'est faux en même temps, mais ça n'avance pas beaucoup de dire ça. Ça encourage plutôt les gens à ne pas chercher à faire la différence. Je suis pas sûr. Moi, d'après ce que j'ai compris, c'est souvent un argument qui est utilisé pour ne pas... Bon. Cela dit, maintenant, quand je discute avec certains Jungiens pointus, ils me disent que c'est pas ce qui a été dit non plus par Jung. Hein. Donc, voilà, il y a toujours ce qu'on est transposé, ce que la personne dit. Et parce que Jung dit que l'animus chez les femmes, il est parfois exorbitant, il est parfois excessif. C'est le fameux, vous savez, c'est quand les femmes jouent à être des hommes, parfois ça donne des résultats assez... la dimension phallique chez une femme, parfois ça donne des résultats qui ne sont pas forcément très heureux. Quand on cherche à être l'autre, quand un homme cherche à être une femme ou une femme avec un homme, ça ne peut pas donner grand-chose. Ah, je suis d'accord. Mais... Donc, on est tous... Donc, effectivement, je crois qu'on a fait connaissance avec votre structure mentale, avec votre démarche. Je pense que les gens voient que vous avez plusieurs orientations qui sont possibles. Alors maintenant, parlez-nous un petit peu de l'astrologie, justement.
qu'est-ce que vous dites sur l'astrologie à vos clients? Parlez-en comme ça, comme si vous étiez en train de leur parler. Comment, parce que vous avez dit que vous preniez quand même la peine de leur présenter l'astrologie. Oui, et je leur explique que c'est la carte de leur psychisme et que une planète représente une fonction psychique qui s'exprime, qui a certaines qualités, donc qui est le signe, et dans certains champs d'expérience de la vie représentés par les maisons. Et qu'à partir de là, on a tout un alphabet qui nous permet de décrypter la façon dont on fonctionne. Ouais. Donc c'est vraiment merveilleux ça, l'astrologie est un code, donc effectivement c'est une sorte de radioscopie en fait. Voilà, tout à fait.